D'après l'ONG Plan International, une fille sur 5 est mariée de force avant ses 18 ans dans les pays en voie de développement. Une étude réalisée au Sénégal en 2015 montrait que 9% des jeunes filles entre 7 et 14 ans étaient touchées par les grossesses précoces dans les milieux urbains et 13% dans les milieux ruraux. Le gouvernement sénégalais plaide contre le mariage des enfants, mais c'est une pratique qui reste très ancrée dans certaines traditions. Raison pour laquelle, malgré les efforts de certaines institutions et associations, la situation évolue très lentement. Dans le cadre de cette émission, nous tenterons d'approfondir la problématique en répondant à certaines questions. Tout d'abord, quelles sont les causes et conséquences d'une pratique comme le mariage forcé d'une manière générale? Aussi, quelle est la véritable responsabilité des lois et de la justice dans cette pratique? Ou encore, comment faire la différence entre les coutumes qui peuvent être néfastes pour la population et nos valeurs traditionnelles et culturelles fondamentales? C'est tout de suite sur notre plateau. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une problématique qui existe dans notre société et qui est le mariage forcé. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir deux experts avec moi sur ce plateau. Madame Djali Dia. Bonjour Madame Dia. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et Monsieur Raoul Latouf. Comment ça va Monsieur Latouf? Je vais bien, Sophia. Et on vous remercie déjà de nous avoir invités à cette émission qui est assez importante et qui est assez bien suivie par les Sénégalais. Exactement. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Alors, pour les présentations, Madame Djali Dia, vous êtes juriste-chercheur, consultante à la boutique de droit de l'Association des juristes sénégalaises, donc de l'AJS, qu'on connaît bien. Et vous êtes une personne ressource aussi dans la formation sur les droits humains. Vous offrez un accompagnement juridique de proximité aux victimes de violences basées sur le genre. Et vous faites aussi de la vulgarisation du droit. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Super. Et Monsieur Raoul Latouf, vous êtes président de la Coalition nationale des associations et ONG en faveur de l'enfant, directeur du centre Cœur Anades. C'est bien ça? Vous nous en parlerez un peu plus tout à l'heure. Vous êtes aussi membre du Conseil consultatif des droits de l'homme et membre du comité de pilotage du projet d'appui à l'élimination de la mendicité des enfants. C'est bien ça? Oui, madame. Alors, j'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec cette problématique qui nous touche en tant que Sénégalais. On parle bien du mariage forcé, des grossesses précoces d'une manière générale. Lorsqu'on pense aux causes du mariage forcé, il y a plusieurs choses qui viennent à l'esprit, par exemple les habitudes culturelles, traditionnelles, certaines conditions économiques qui poussent vers cette pratique. Mais j'aimerais qu'en tant qu'expert, monsieur Latouf, vous puissiez approfondir sur ces causes-là. Oui, vous savez, aujourd'hui au Sénégal comme en Afrique et partout d'ailleurs, la question du mariage des enfants, le plus connu sous le nom de mariage forcé ou mariage précoce, pose beaucoup de problèmes. Et en termes de causes, les causes les plus connues aujourd'hui, c'est la pauvreté, l'une des choses. L'autre problème qui est posé en termes de causes, c'est les aspects culturels. Et moi, la troisième cause, c'est une pratique traditionnelle néfaste aussi pour les enfants. Parce qu'en fait, ce n'est pas une bonne chose pour les enfants et ce sont les adultes qui les imposent aux enfants. Voilà en termes de causes. Donc, il y a la pauvreté, il y a les pratiques traditionnelles, mais il y a une pratique traditionnelle culturelle néfaste aussi qui fait de sorte que les parents, par souci, par exemple, de moyens, se disent oui, je donne mon enfant à quelqu'un de plus riche que moi. Et en général, c'est ça qui pose des problèmes. Or que l'enfant, lui, n'a aucun consentement à donner par rapport à cette question. On rompt ses études, on l'empêche de faire ce que l'enfant devrait faire en tant qu'enfant, parce qu'il est enfant d'abord. Et voilà
ces causes, en fait, qui sont des causes vraiment, qui sont les plus connues au niveau de nos pays. Les plus connues d'une manière générale. D'accord, je pense qu'il y a un éclaircissement par rapport à ça. Madame Dia, vous êtes juriste, donc juridiquement parlant, j'aimerais qu'on approfondisse un peu la question dans le sens où aujourd'hui le mariage d'enfants n'est sanctionné que par le juge civil ici au Sénégal, par l'annulation du mariage. Mais devant le juge pénal, aucune sanction n'est vraiment prévue jusqu'à aujourd'hui en 2020. Pensez-vous qu'une pratique comme le mariage forcé devrait faire l'objet d'une criminalisation? Parce qu'on sait que récemment, d'ailleurs, il y a eu la criminalisation du viol qui a été faite. Qu'est-ce que vous pensez de la criminalisation du mariage forcé? On a souvent indexé les traditions et les coutumes. Mais au Sénégal, moi, je dirais que c'est la discrimination légale qui est à l'origine des mariages forcés ici au Sénégal. Parce que vous savez, dans le code de la famille, qui régit justement le mariage, dans ses conditions de fond et de forme, il y a l'article 111 du code de la famille qui détermine l'âge du mariage, qui est de 18 ans pour le garçon, alors que pour la fille, l'âge est revu à la baisse. Donc c'est une discrimination qui est déjà d'origine légale et ça perpétue donc cette pratique-là. Et à ce propos même, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes incite les États, les oblige même à faire vraiment disparaître les pratiques néfastes qui sont discriminatoires à l'égard des femmes. Donc parler de la criminalisation des mariages forcés, c'est un peu trop même, je dirais. Parce que la législation qui est en vigueur aujourd'hui même au Sénégal, donc discrimine carrément les filles dans le droit au mariage. Vous savez, comme vous l'avez dit, c'est l'annulation qui est la sanction qui existe dans le code. Mais avant l'annulation même, on va parler, il y a beaucoup de questions préalables pour saisir la justice et vraiment faire sanctionner le mariage. Déjà au Sénégal, l'inscription dans les registres de naissance, c'est déjà un grand problème au Sénégal. Dans nos boutiques de droit, je vais citer un exemple. On avait reçu un cas de viol avec les deux formes de mariage qui existent au Sénégal, qui est le mariage coutumier et le mariage qui est inscrit, ou célébré ou constaté à l'état civil. Donc on a ces deux formes de mariage. Donc qu'est-ce que la famille du garçon a fait quand cette fille-là a subi le viol et que son oncle a voulu porter l'affaire devant la justice? Donc la famille a dit qu'ils étaient mariés. Ils étaient mariés comment? Coutumièrement. C'est une forme de mariage qui est acceptée dans nos législations. Justement, ça c'est un énorme problème. Et est-ce que vous pouvez, pour les gens peut-être qui ne savent pas, c'est quoi exactement le mariage coutumier? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage coutumier, c'est le mariage qui n'est pas inscrit à l'état civil. Donc, celui qui est dans les liens de ce mariage ne peut pas s'en prévaloir auprès des autorités étatiques ou bien auprès des établissements publics ou bien faire valoir ses droits. Mais coutumièrement, ce mariage-là existe et il est valable. Donc le mariage coutumier, le mariage religieux est un exemple de mariage coutumier. C'est un mariage coutumier. C'est un mariage coutumier. Alors justement, quand le gars, ils ont dit qu'ils ont été mariés coutumièrement, la gendarmerie a été obligée de relaxer le prévenu parce qu'ils se sont mariés. Et cette forme de mariage-là, c'est facile de le prouver. Il suffit d'apporter 2 témoins. Donc parler de la criminalisation, bon, ce serait peut-être une étape ultime, mais il faudra régler certaines questions préalables. Donc, si je comprends bien, quand vous dites que c'est un peu trop de parler de criminalisation, c'est dans le sens où, avant d'en arriver là, on a des choses d'abord à faire, comme par exemple éliminer cette discrimination envers les femmes et les jeunes filles, avant d'arriver à la criminalisation. C'est bien ça? Bien sûr. Il faut vraiment régler beaucoup de questions préalables. J'ai parlé seulement de l'inscription du mariage, mais aussi il y a une difficulté pour prouver l'âge même des enfants
à cause des problèmes de l'inscription à l'état civil. Donc un mariage forcé ou bien un mariage précoce, donc c'est une fille qui est donnée en mariage. Alors que dans les autres lois et dans les autres codes, la majorité c'est à 18 ans. Donc une enfant de 16 ans, on dit qu'elle n'a pas la maturité. Donc elle n'est pas majeure. Donc elle n'est pas, c'est pas possible, elle n'est pas vraiment apte à donner son consentement libre et éclairé. Et dans un problème aussi, je ne vais pas dire simplement de problème, mais dans un engagement aussi important que le mariage, donc qui a aussi des responsabilités et aussi des conséquences qui en découlent, la personne vraiment qui va se marier doit être capable de voir en elle-même ce qui est bon pour elle et avoir cette maturité-là qui lui permet d'être dans les liens qu'elle a choisis et qu'elle veut vivre vraiment. Donc ce sont beaucoup de questions préalables qui doivent être réglées avant d'arriver même à la criminalisation. On est très loin de là. On est loin de là encore. Merci pour ces éclaircissements. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur cette discrimination-là au niveau du code de la famille. Mais avant cela, Monsieur Latouf, on connaît les conséquences, plus ou moins, du mariage forcé. Vous en avez évoqué une tout à l'heure. Vous avez parlé du fait qu'on stoppe l'éducation en général de la jeune fille à un âge très tôt, ce qui lui empêche plus tard d'avoir des diplômes et d'accéder à une certaine indépendance économique ou à une certaine carrière, tout simplement. Il y a ça, on a aussi beaucoup de statistiques qui prouvent que les mariages forcés entraînent également plus de violence domestique, comme on dit, et aussi la porte ouverte à plusieurs maladies, etc. En connaissant toutes ces conséquences, comment est-ce qu'on sensibilise une pratique qui est ancrée dans certaines traditions? Quels sont pour vous les moyens de sensibilisation qui pourraient être efficaces par rapport aux populations qui peut-être ne sont pas sensibles aux lois et sont plus sensibles à leurs traditions? Oui, vous savez, madame, en ce qui concerne aujourd'hui, en termes de conséquences, en termes de préjudice que ça peut porter au niveau de l'enfant, qu'il y a d'abord des préalables qu'il faut régler. Je pense que tout à l'heure, madame Dramé l'a dit, il faut régler la question de la législation au niveau du Sénégal. Parce qu'on ne peut pas, sans harmonisation de nos lois internes, régler la question du mariage des enfants. Parce qu'on ne peut pas avoir dans un code de la famille où il y a un acte discriminatoire qui dit que la fille, elle se marie à 16 ans, le garçon à 18 ans. Or que nous, on a voulu régler la question à travers ce qu'on appelle le code de l'enfant, par rapport à l'harmonisation de toutes les lois internes, par rapport aux conventions internationales qui ont été ratifiées par le Sénégal. Donc je pense que ça, c'est un des aspects qu'il faut régler pour pouvoir éviter ces problèmes aux enfants, qu'ils soient majeurs pour pouvoir se marier déjà. Maintenant, en termes de conséquences, nous l'avons dit, les conséquences portent sur la question de l'éducation, sur les questions de santé, comme vous l'avez évoqué, mais sur les questions aussi morales. Parce que la personne qui se marie sans son consentement subit des préjudices au niveau moral. Parce qu'elle sait que ce qu'elle vit, ce n'est pas ce qu'elle souhaite vivre. Ce qu'elle vit présente des dangers pour elle. Parce que du point de vue de la santé, aussi bien d'elle, mais aussi de son futur enfant qui peut découler de ce mariage. En termes de santé de l'enfant qui va être né d'une mère qui n'est pas mère, mais qui est une mère jeune fille, fille qui n'a pas encore son âge légal pour être considérée comme fille. Le fait de pouvoir prendre en charge ce bébé par rapport à une maman qui n'est pas à mesure, qui n'a pas cette capacité de gérer un enfant, en termes de conséquences au plan moral, ça pose des problèmes. Maintenant, au plan de la société, c'est la société aujourd'hui qui accepte en certains moments que, parce que par rapport à nos croyances religieuses, on peut se permettre de se marier à partir de 13 ans.
on peut se permettre de se marier à partir de 15 ans. Mais ça, c'est des pratiques religieuses qui disent que la femme peut être mariée à tel âge. Mais nous disons que ça, est-ce que c'est réglé? Mais sans vous couper, hein, oui. J'aimerais juste qu'on fasse une certaine spécification. Est-ce que c'est religieux ou c'est culturel? Oui, laissez-moi terminer à ce niveau. Allez-y. C'est religieux parce que les gens se disent qu'ils donnent des exemples. En disant, par rapport à la religion, certaines personnes dont leur capacité leur avait permis à un certain moment de se marier avec une fille de moins de 15 ans. Mais ne consommez pas le mariage. Ah. Alors, c'est là où il y a le problème. Les gens se disent, oui, c'est possible de le faire en ne consommant pas le mariage. Parce qu'on se disait que la fille est restée chez ses parents, elle est accompagnée par ses parents jusqu'à ce qu'elle accède à l'âge adulte pour pouvoir consommer son mariage. Donc, du point de vue religieux, les gens célèbrent des mariages comme ça. C'est-à-dire que religieusement, c'était ça ce qui était dit, c'est-à-dire que c'est possible de marier, légaliser le mariage, mais sans le consommer, jusqu'à ce que la femme atteigne cette maturité-là. Cet âge, cette maturité. D'accord. Donc, maintenant, en termes de conséquences aujourd'hui, quand on regarde un peu cette question qui agit sur la conscience de la jeune fille, qui ne devrait pas se marier, qui arrête ses études, qui ne fait plus rien, qui a des problèmes de santé et qui risque aussi, du point de vue, d'être atteint de certaines maladies qu'elle ne maîtrise pas en consommant ce mariage. Parce qu'on ne sait pas qui marie qui. Alors ça aussi, c'est des questions aujourd'hui qui sont là, et qui sont latentes et qui posent des problèmes au niveau du mariage en termes de conséquences au niveau de l'enfant. En termes de conséquences, parfait. Ben, vous avez beaucoup élaboré sur les conséquences, on vous remercie pour ça. Vous avez tous les deux parlé de ce problème d'harmonisation des lois. Justement, j'aurais une question très spécifique par rapport à ça. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Dia, il y a vraiment un manque d'harmonisation entre le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme, qui évidemment met l'âge légal du mariage pour les hommes et pour les femmes à 18 ans, et le Code de la famille au Sénégal, qui met l'âge légal pour l'homme à 18 ans et celui pour la femme à 16 ans. On l'a dit. Ce manque d'harmonisation-là, vous en tant que juriste, comment est-ce qu'on le règle? Quel est le processus pour enlever cette loi du Code de la famille qui met l'âge à 16 ans pour les femmes? Et, vous savez, Sophia, on a beaucoup d'espoir dans la Code de l'enfant qui est en train d'être rédigée et qui est, comme le disait le professeur Niokhobaye Diouf, est en sa phase finale. Maintenant, on a beaucoup d'espoir sur ce code-là. Donc, si vraiment il est promulgué, donc, ça va régler beaucoup de problèmes préalables qui suscitent l'intérêt des enfants. Maintenant, bon, vous voyez que même si le code dit que l'âge du mariage pour la fille est de 16 ans, les conventions internationales et les protocoles auxquels le Sénégal a adhéré, donc, ils sont inclus dans le préambule de la Constitution. Donc, ils font partie intégrante de notre Constitution. Vraiment, les avocats peuvent s'en référer, les juges aussi peuvent se fonder sur ces instruments juridiques-là pour donner leurs décisions. Donc, seulement, le problème d'harmonisation serait vraiment une chose qui apporterait beaucoup plus de réconfort pour les militants de lutte contre les discriminations à l'égard des filles, justement, et pour la protection des enfants. Seule la consommation du mariage sur une mineure de moins de 13 ans est sanctionnée par le Code pénal. Maintenant, bon, cette sanction-là, donc, on a beaucoup décrié cette sanction-là qui est très en baisse, qui est revue très en baisse par rapport au viol qui est aujourd'hui criminalisé. Même quand la sanction de la viol a été délictuelle, elle était plus pesante que la sanction sur la consommation du mariage sur une fille de moins de 13 ans. On parle aussi de la pédophilie qui était beaucoup plus sanctionnée. Les peines étaient plus lourdes en matière de pédophilie, en matière d'excision,
en matière de viol que sur le mariage précoce ou le mariage forcé. Alors que l'enfant qui est donné en mariage alors qu'elle n'a pas atteint l'âge de se marier, donc on voit qu'elle est limitée sur son éducation, elle est limitée sur son développement physique, elle est limitée aussi sur son développement psychologique. Donc c'est un danger qu'il faudra bien sanctionner et lourdement. Encore plus pour l'excision. Vous savez, même le gars qui, par intimidation, par don, par menace, donc donne des instructions pour qu'une fille soit excisée, ou bien par intimidation ou par des dons, il incite l'entourage de la fille à l'exciser, il est sanctionné. Une personne qui, par des instructions et des menaces, donc incite à l'excitation d'une fille, ou bien donne l'ordre d'exciser une fille, cette personne-là est sanctionnée, alors qu'il n'en est rien en matière de mariage précoce et de mariage forcé. Donc c'est quelque chose qui est à décrier, parce que les conséquences d'un mariage précoce ou bien d'un mariage forcé, c'est aussi lourde que l'excision. Parce que la fille qui est donnée en mariage sans son consentement, parfois à une personne qui a le triple de son âge, ou parfois à une personne qui a le double de son âge. Donc on voit tous les cas de violence conjugale qu'on est en train de voir un peu partout dans ce pays-là. C'est à cause justement des mariages précoces et des mariages forcés. Parce que la fille, avant même, comme l'a dit monsieur Latouf, avant même d'être une majeure, on l'oblige, une enfant, à prendre en charge une autre enfant. C'est ça la réalité. C'est une enfant. Elle n'a pas encore la majorité. Donc elle est donnée en mariage. Donc elle a donné naissance à une autre enfant. Donc c'est une enfant qu'on demande de prendre en charge une autre enfant. Avec tout le rôle qu'une mère doit jouer sur l'éducation, sur l'épanouissement, sur la prise en charge de son enfant. Donc ce sont des responsabilités qui doivent vraiment inciter les États, inciter aussi la population et surtout la société civile à continuer la lutte pour que justement le code de l'enfant soit promulgué et qu'il soit appliqué dans nos institutions judiciaires. D'accord. Vous avez donné l'exemple justement pour l'harmonisation des lois externes et internes du code de l'enfant qui viendrait un peu protéger ces jeunes filles. Monsieur Latouf, est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner pour justement atteindre cette harmonisation des lois internes et externes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le processus? Oui, le processus au Sénégal, c'est d'abord dire que le projet de loi portant code de l'enfant a commencé au Sénégal depuis 2002. C'est-à-dire que ça traîne beaucoup avec ce code de l'enfant. Or que le code de l'enfant aurait réglé toutes les questions liées à la question de l'âge. Parce que quand le Sénégal ratifie la Convention internationale des droits de l'enfant, quand le Sénégal ratifie la Charte africaine des droits et le bien-être de l'enfant, qui dit qu'un enfant, c'est tout être humain âgé de 0 à 18 ans. Donc c'est clair, c'est précis. Donc on ne peut pas marier quelqu'un de moins de 18 ans. Donc ça, c'est déjà réglé par la législation au niveau international que le Sénégal a ratifié. Donc ça dit que le Sénégal a accepté, et dans le préambule de la Constitution figure cette disposition du respect des conventions internationales par rapport aux lois nationales. Et que les conventions internationales sont beaucoup plus fortes que les lois au niveau national en matière d'application. Donc ça veut dire qu'au niveau de la justice aujourd'hui, en termes d'application, les juristes auraient dû appliquer tout de suite les conventions au plan international qui ont été ratifiées par le Sénégal. Donc moi je pense qu'à ce niveau, il suffit qu'il y ait cette volonté politique. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on soit dans un pays, qu'on ait un projet de loi qui a maintenant 18 ans. Ouais. 2002 à 2020, ça fait 18 ans. Le projet de loi est majeur maintenant. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse passer ce projet de loi aussi bien au niveau du Conseil des ministres qu'à l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois qu'on rédige, on revient. Oui, il faut reprendre. Ce n'est pas un code de l'enfant. Non, ça ressemble à une charte.
il faut reprendre. Les gens reprennent, on remet encore dans la circularisation. Ça veut dire que ça traîne beaucoup. Or que si vous voyez par exemple, le projet de loi portant sur le viol a été travaillé dans un délai de 6 mois. Et on a eu cette loi. C'est parce qu'en fait, c'est les femmes qui ont porté la question des lois, de cette loi portant sur le viol, qui n'est pas plus importante que la loi qui concerne le projet de loi comptant Code de l'enfant, qui en fait permet d'harmoniser l'ensemble de la législation en ce qui concerne les questions liées à l'enfance au niveau de notre pays. Maintenant, ce qui est important, c'est de faire ce travail de plaidoyer, ce travail de sensibilisation au niveau des communautés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que tous les aspects qui bloquent aujourd'hui le projet de loi portant Code de l'enfant, c'est la question du mariage est dedans, l'âge du mariage des enfants. C'est une des questions qui est là. Il y a aussi la question de l'avortement médicalisé que les gens ne veulent pas parler, qui pose aujourd'hui des problèmes. Or que c'est bien cadré dans ce truc. Dans quelles conditions il faut qu'il y ait avortement médicalisé pour un enfant portant par exemple telle catégorie de grossesse. On sait que quand c'est l'inceste, on ne doit pas pouvoir accepter que l'enfant puisse porter une grossesse pareille par exemple. Ouais. Quand c'est un viol d'une autre personne, que ce soit pas aussi accepté par nos communautés. Donc la sensibilisation, elle est importante auprès des communautés, aussi bien religieuses, coutumières, que maintenant que les autorités au niveau de la justice de notre pays. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont les magistrats qui appliquent les lois de notre pays. Si les magistrats n'ont pas une très bonne lecture des lois, des conventions internationales, des lois qui portent sur les enfants, ça peut poser des problèmes au niveau de l'application. Et là, ce sont des difficultés auxquelles on est confronté. Il y a un travail qui est fait par la société civile aujourd'hui qui concerne à sensibiliser davantage l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection de l'enfant, que ce soit aussi bien autorités religieuses, coutumières, les organisations de la société civile, les organisations de femmes, les autorités au niveau gouvernemental, que ce soit les parlementaires qui votent les lois au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des ministres, que ce plaidoyer soit fait. Donc je pense que ça, c'est vraiment des questions qui méritent encore une approche encore pluridisciplinaire où chaque partie puisse intervenir au niveau de la question pour nous permettre de régler cette question de mariage d'enfants, de mariage précoce, de mariage forcé qui porte atteinte à la santé de l'enfant et à ses aspects psychologiques. Parfait, je pense que ça a le don d'être clair et précis. Merci pour cette réponse. Madame Dia, j'aimerais qu'on prenne un peu de recul et qu'on inclue dans cette problématique du mariage forcé tous les aspects traditionnels et les réalités du terrain. Je m'explique. Quand je dis ça, je parle de peut-être faire la différence entre, par exemple, un mariage forcé et tout ce qui est mariage arrangé, par exemple, qui existe dans notre communauté, des mariages arrangés entre familles, entre deux personnes qui peuvent au final être consentantes, etc. Comment est-ce qu'on fait cette distinction claire entre un mariage forcé où l'enfant ou les enfants, parce que des fois aussi ça vient des deux côtés, sont obligés de se plier à la volonté du père, de la mère, de la famille, de la communauté, et un mariage arrangé entre deux familles où il y a rencontre des deux personnes qui est arrangée et qui finalement s'unissent. Comment est-ce qu'on fait cette différence, cette distinction? Bon, dans tous les cas que vous venez de citer, la personne concernée n'est pas inclue dans le processus. Parce qu'un mariage forcé comme un mariage arrangé, donc ce sont les deux familles, ou bien dans la plupart des cas, ce sont les deux pères de famille, ou bien les deux oncles. Les femmes ne sont pas incluses dans ce processus-là, dans la plupart des cas. Donc ce sont les hommes qui décident à la place des femmes, et ce sont des hommes qui décident aussi à la place de la fille qui va être donnée en mariage. Dans tous les cas, on peut dire que bon, c'est pas conforme aux engagements, à notre engagement envers les institutions internationales et envers aussi les institutions communautaires. Donc, bon,
La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes incite les États à prendre toutes les mesures qui portent atteinte aux droits des femmes. Donc, dans tous ces cas que vous venez de citer, donc la femme qui aura et qui va assumer les plus grandes responsabilités n'est pas inclue. Donc, c'est une fille, c'est la famille qui se réunit et qui parle, les pourparlers et tout ça. La fille n'est pas inclue, sa mère a forte raison. Donc, il faudra vraiment mettre fin à ces pratiques-là. Parce que, comme le définit le Code de la famille, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc, justement, la femme doit être inclue dans tout le processus. Donc, elle doit être là, elle doit être aussi capable de faire le discernement entre ce qui est bien pour elle et ce qui ne l'est pas. Donc, vraiment participer dans le processus pour vraiment que le mariage soit scellé et qu'elle soit épanouie dans ce mariage-là. Parce que le mariage, c'est un contrat. Avant tout, le mariage, c'est un contrat. Donc, celui qui contracte doit être capable de donner son consentement libre et éclairé et vraiment pouvoir assumer les conséquences. Et si demain, elle ne trouve pas ce qu'elle voudra aussi, on ne peut pas obliger une personne à rester dans les liens du mariage alors qu'elle ne veut pas. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et tout ça, c'est vraiment à faire respecter par l'État. Parce que, comme le dit le professeur Latif, tout est question de volonté. Dans ce pays-là, tout est question de volonté. Et la protection de l'enfant, c'est l'État qui est le principal débiteur de la protection de l'enfant. Donc l'État doit tout mettre en œuvre pour que les enfants soient bien dans ce pays-là, qu'ils soient vraiment bien capables de faire un développement psychologique et un développement aussi, qu'ils soient épanouis aussi dans ce pays-là. Il y a beaucoup de droits des enfants qui sont bafoués et les enfants ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Donc c'est l'État qui est le débiteur de cette obligation de protection envers les enfants de ce pays. D'accord. Je comprends votre point selon lequel, que ce soit mariage forcé ou mariage arrangé, selon vous, il y a toujours la discrimination de la femme qui s'opère dans les deux processus. Monsieur Latouf, est-ce que vous partagez cet avis et est-ce que vous pensez que le mariage forcé et le mariage arrangé s'équivaut et sont un peu similaires dans notre société? Quand les gens parlent de mariage arrangé, ça peut être entre des adultes. Hein? Or que nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la question de l'enfant. Et en général, quand on parle de mariage d'enfants maintenant, parce que le vocable qui est utilisé au niveau international maintenant, c'est mariage des enfants, qui prend en compte les mariages précoces, les mariages forcés. Donc vous avez vu, les mariages arrangés en général, c'est deux familles qui se disent oui, je suis apparenté à telle personne, je voudrais donner ma fille à telle personne. Ils peuvent être des adultes, comme ils peuvent être un adulte et un enfant. Et en général, dans notre société, ce qui se passe, il y a des aspects économiques qui jouent. Parce que quand moi, en tant que quelqu'un qui est assez pauvre, mon enfant ou ma fille rencontre le fils de Madame Ba, qui est assez riche, nous disons que oui, et si ça pouvait se réaliser? C'est-à-dire que l'homme est assez riche, il peut prendre en charge l'enfant. Et en général, c'est ces aspects économiques, ces aspects matériels qui sont mis en avant, en général, quand les gens veulent arranger les mariages. C'est pour aussi, en certains moments, c'est maintenir les relations familiales. Le plus souvent aussi dans les mariages arrangés, on veut maintenir les relations familiales où on se dit que, oui, aujourd'hui, moi je suis par exemple Guéwel, je ne voudrais pas que ma fille se marie avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Guéwel. Donc on fait de sorte que nos enfants puissent se marier parce que nous sommes des. Et on se dit, oui, c'est la fille de mon oncle,
c'est la fille de son cousin, donc voilà, il faut qu'on les mette ensemble. Et des fois, ça pose des problèmes parce que les enfants disent non, on n'en veut pas. Donc pour dire qu'aujourd'hui, mariage forcé, c'est vraiment poser beaucoup de préjudices aux enfants. Les mariages arrangés posent aussi autant de problèmes. Parce que le plus souvent, quand on arrange, en fin de compte, comme disent les enfants, ça dérange. Et donc on pense que ce n'est pas une bonne chose pour le développement de l'enfant aussi. Quand il s'agit des questions d'enfants, ce n'est pas une bonne chose pour le développement de l'enfant parce que ça leur porte un grand préjudice. D'accord. C'est intéressant, on a parlé de mariage arrangé, on a parlé de mariage forcé. J'imagine ma prochaine question qui me vient à l'esprit, Madame Dia, ce serait par rapport aux coutumes et à nos traditions et à notre culture. Parce que malgré le fait que ces deux pratiques se retrouvent dans nos cultures, il faudrait faire la différence entre des pratiques comme celle-là, qui sont néfastes, comme on l'a dit, à notre population et à l'épanouissement plus particulièrement des femmes et du monde au général, parce que les enfants aussi que cette femme dont on a forcé le mariage va mettre au monde vont en pâtir forcément, parce que si la mère n'est pas épanouie, l'enfant risque d'avoir plusieurs problèmes de développement. Mais comment faire cette distinction entre ce genre de pratiques néfastes et justement nos valeurs et nos traditions culturelles qui sont fondamentales dans notre société? Parce qu'on ne peut pas tout mettre dans le même lot en fait. On a des valeurs et des traditions qui sont fondamentales et qui sont là et qui nous aident à évoluer en tant que société. Vous, comment est-ce que vous expliquez cet amalgame? Bon, vous savez, nous sommes avant tout une nation. Nous sommes avant tout une nation. Nous sommes régis par des lois. Donc, c'est notre commune volonté de vivre ensemble. Parce que si chacun venait pour faire prévaloir ses coutumes et ses traditions, donc le Sénégal ne serait pas le Sénégal. Et notre nation ne serait pas une nation. Donc, on est un État, on a des lois qui nous régissent. Donc, c'est d'après les procédures, ça a fait le sommet que ça devait faire. Donc, ça doit nous contraindre, ça doit aussi nous réglementer, ça doit aussi faire l'objet de respect auprès des populations. Donc, les lois, quand elles sont là, c'est pour qu'elles soient appliquées. Donc, on ne peut pas venir faire prévaloir ses traditions ou bien ses coutumes donc, sur les lois étatiques. Donc, c'est pas parce que, bon, si on va jusqu'à adopter une loi, avec toute la procédure que ça prend, donc on croit que cette loi-là, c'est la meilleure pour nous tous. Et ça ne doit pas être des lois qui sont copiées à l'étranger, mais ce sont des lois qui prennent en compte nos traditions et nos valeurs. Vous voyez l'intitulé même de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes. Donc ça veut tout dire. Donc on ne s'est pas levé seulement un bon jour pour faire adopter des lois. On a été fondé à agir à cause des pratiques qui existent. Vous voyez toutes ces formes de violence conjugale-là qui existent. C'est justement cela que l'État voulait combattre en adoptant un code de la famille, en adoptant le code pénal, les violences conjugales. En 1999, on a pris une loi qui vient renforcer la sanction sur les violences conjugales. Pourquoi? Parce que cette loi-là a une histoire. Pourquoi? Parce que les femmes se sont levées, elles étaient devant les grilles de l'Assemblée nationale. C'était comme le 23 mars. On était encore très jeunes, mais on se rappelle du vote de cette loi-là. Donc toutes les femmes étaient là-bas parce qu'on s'était dit que ça suffit. Ça suffit, il y a beaucoup de violence. Comme je le disais tout à l'heure, l'année 2019 donc, a été ce qu'elle a été. Donc en 2020, on est là, plein d'espoir. Mais les violences qui se sont passées à l'année 2019, vous voyez, avec cette loi qui a été rédigée et promulguée en l'espace de 6 mois. Parce qu'il y a des
faits qui ont fondé cette loi-là. Donc le président de la République a pris ses responsabilités parce que, bon, il y a des faits qui l'ont amené à agir comme ça. Donc toutes ces lois qui ont été prises et qui ont été votées et promulguées et qui doivent être appliquées dans toute leur rigueur dans le territoire sénégalais ont eu des fondements. Ils ont eu des fondements, donc ça doit être appliqué. On ne peut pas faire prévaloir nos coutumes et nos traditions sur ces lois-là. Donc on est une nation, on est une société, on doit être régi par les lois. C'est important de revenir sur l'importance de ces lois et puis la priorité justement du respect des lois. En définitive, vous aussi, Monsieur Latouf, avant qu'on termine, comment atteindre cette harmonisation entre les lois et puis les traditions? Et aussi comment faire la différence entre ces traditions qui sont des valeurs fondamentales et ces habitudes coutumières qui peuvent être néfastes pour la population? Oui, vous savez, il faut qu'il y ait un changement social positif. Voilà ce que nous demandons, qu'il y ait ce changement social positif qui permet de dire que dans la communauté, tout ce qui se passe va dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce qu'en fait, c'est cet enfant-là qui va grandir et qui va devenir un adulte de demain responsable au niveau de la nation. Nous disons qu'à ce niveau, il faudrait qu'on accepte la révision de certains textes aujourd'hui au niveau d'un pays. On sait que le code de la famille pose problème en ce qui concerne cette discrimination au niveau des filles et des garçons par rapport à l'âge du mariage. On sait que dans le code pénal, dans le code de procédure pénale, ça pose des problèmes. Mais ces articles doivent être révisés pour permettre à ce qu'une application normale des conventions ratifiées par le Sénégal puisse permettre aux juges sénégalais d'appliquer, et avec toute la rigueur qu'il faut, l'ensemble des lois adoptées au niveau du Sénégal et des conventions internationales ratifiées par le Sénégal. C'est ça qui nous permet en fait d'avoir ce changement positif. Au plan culturel, nous savons qu'aujourd'hui, dans cette dimension culturelle de la question qui est assez sociale, parce que le mariage est lié à beaucoup de choses. Donc à nos traditions ancestrales déjà, parce que comment on se mariait avant. Maintenant, quand on revient dans cette société moderne où maintenant les Alpulaars acceptent de se marier avec les Sérères, ce n'est pas des choses qui étaient faciles à avoir avant. Alors, maintenant, quand on voit que, par exemple, au niveau de la considération des castes, les gens n'en tiennent pas trop compte maintenant dans cette société moderne, toujours étant entendu qu'il y a des gens qui en tiennent compte, mais il y a d'autres maintenant qui disent ben, c'est pas grave. Il y a des évolutions. Ouais. Il y a beaucoup d'évolutions à ce niveau. Donc ça veut dire qu'on est en train de faire des pas. Et ces pas-là, il faudrait encore qu'on les cadence un peu plus pour permettre à avoir ce changement positif au niveau de notre pays. D'accord. Ben, je vous remercie énormément, Madame Dia et Monsieur Latouf. C'était une émission remplie d'informations fondamentales et un sujet dont on doit parler justement plus dans notre société. Peut-être juste rapidement le mot de la fin de chacun par rapport à la sensibilisation. Si vous deviez sensibiliser les populations par rapport à cette problématique, vous diriez quoi? Donc, sur la question de la sensibilisation, déjà l'association des juristes sénégalaises sillonne le pays à travers des formations de parajuristes, à travers aussi des forums et des panels qu'on organise pour sensibiliser justement la population sur l'importance du respect des droits de l'homme, des droits humains, et l'importance aussi du respect et de la protection des enfants. Déjà aussi, on a nos boutiques de droit. On n'a pas encore une boutique dans toutes les régions, mais on a présentement 7 boutiques qui sont dans les régions. On a aussi le numéro vert qui est gratuit. Donc, sur le numéro vert, c'est là même qu'on reçoit beaucoup plus d'informations sur les cas de mariage précoce ou mariage forcé, comme le vocable habituel, c'est mariage de l'enfant. C'est sur ce numéro vert que les femmes appellent le plus souvent pour dénoncer ces pratiques-là. Donc le mot de la fin, c'est justement un message d'espoir. Parce que 2019 a été une année très dure en matière de violence
en matière vraiment de meurtre qui étaient commis sur les femmes. Donc on est en 2020 avec cette nouvelle loi criminalisant le viol. Donc on espère que le code de l'enfant aussi sera promulgué et on espère aussi qu'on n'aura pas de violence du tout et que toutes les femmes seraient épanouies et que toutes les femmes seraient dans des engagements libres et éclairés et consentis. Merci Madame Dia. Monsieur Latou, votre mot de la fin pour la sensibilisation. Moi je dirais d'abord qu'il faut sensibiliser déjà à travers les enfants. Parce qu'au niveau de la CONAF, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les conseils consultatifs des enfants et des jeunes, avec qui on travaille avec les partenaires comme Plan, comme Save the Children, comme UNICEF, par rapport à la question du mariage des enfants. Que les enfants sensibilisent leurs pères par rapport à la question. Mais il y a aussi un travail qu'il faut faire au niveau de l'État du Sénégal, dans sa globalité, pour que les projets de loi concernant les enfants et qui protègent les enfants soient votés par l'Assemblée nationale aussi. Que les parlementaires soient mieux sensibilisés et mieux outillés aussi pour pouvoir travailler sur certains projets de loi. Parce qu'il faut être capacité pour pouvoir travailler sur certaines questions. Pour pouvoir donner un avis, il faut déjà maîtriser le sujet sur lequel vous devez intervenir. Et maintenant, pour terminer, c'est de dire à l'État du Sénégal, l'État du Sénégal a lancé en 2016 le programme officiel pour mettre fin au mariage des enfants au Sénégal, depuis 2016, en élaborant un plan d'action. Mais c'est d'abord de veiller à l'exécution et au suivi du plan d'action mis en place par l'État du Sénégal. Parce que c'était un engagement de l'État du Sénégal au niveau du système des Nations Unies, mais aussi au niveau du Comité africain des experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, Monsieur Latouf. Encore merci à tous les deux. Chers téléspectateurs, vous avez suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.